Le conducteur ohmique. Un conducteur ohmique est un dipôle électrique, c'est-à-dire un composant électrique qui possède deux bornes. Le conducteur ohmique est généralement muni d'anneaux coloris. Ces anneaux indiquent la valeur de la résistance et sa précision. Le rôle du conducteur ohmique, c'est qu'il s'oppose au passage du courant électrique en diminuant son intensité. Alors revenons à l'étude du conducteur ohmique. Par définition, un conducteur ohmique, comme on vient de dire, est un composant électrique qui s'oppose au passage du courant électrique en diminuant son intensité. Son symbole, on le symbolise avec un rectangle menu de deux bornes. Passons à la caractéristique U est égal à F de I, c'est-à-dire à la courbe représentative de la tension entre les bornes du conducteur ohmique et l'intensité de courant qui le traverse. Donc, supposons qu'on a un conducteur ohmique, deux bornes A et B, parcouru par un courant I d'intensité I, et entre les bornes duquel on applique la tension U. Si on fait varier la tension U entre les bornes du conducteur ohmique et on mesure à chaque fois l'intensité du courant qui le traverse, on va obtenir un tableau de valeurs. La représentation de la tension électrique entre les bornes du conducteur ohmique et de l'intensité du courant qui le traverse montre qu'il s'agit d'une courbe sous forme d'une droite qui passe par l'origine du repère. Donc la caractéristique du conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine du repère. C'est-à-dire que la tension entre les bornes du conducteur ohmique est proportionnelle et directement proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. On appelle cette loi la loi d'Ohm. La tension entre les bornes d'un conducteur ohmique est directement proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance du conducteur ohmique. La résistance du conducteur ohmique en ohm. Donc c'est la résistance R qui représente la résistance ou bien la qualité du conducteur ohmique à s'opposer au passage du courant électrique. Plus la résistance R du conducteur ohmique est grande, plus ce conducteur ohmique s'oppose au passage du courant électrique et plus il diminue l'intensité du courant électrique I. Passons à l'association de conducteurs ohmiques. C'est une association en série. Considérons deux conducteurs ohmiques associés en série, comme représente le schéma. Alors, on peut assimiler ces deux conducteurs ohmiques associés en série à un seul conducteur ohmique de résistance R équivalente. De telle sorte que la résistance équivalente, c'est-à-dire la résistance du conducteur ohmique global, c'est la somme des résistances des conducteurs ohmiques qui constituent le conducteur ohmique global. Donc R équivalente, c'est la somme de R1 plus R2. R équivalente égale R1 plus R2. En général, la résistance équivalente, c'est la somme des résistances associées en série, quel que soit le nombre de ces résistances associées en série. Association en parallèle. Considérons deux résistances de conducteurs ohmiques R1 et R2 associées en parallèle. On peut considérer ou bien assimiler ces deux conducteurs ohmiques associés en parallèle à un seul conducteur ohmique de résistance R équivalente.
de telle sorte que 1 sur R équivalente, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ici, il s'agit de la somme des inverses des résistances. D'où on en déduit que la résistance équivalente, c'est le produit de R1 R2 divisé par la somme de R1 R2. En général, 1 sur la résistance équivalente égale la somme de 1 sur le RI avec I allant de 1 jusqu'à N, avec RI la résistance du conducteur numéro I, quel que soit le nombre de conducteurs associés en parallèle. 4. Résistance d'un fil de connexion. Un fil de connexion, c'est un fil conducteur avec lequel on relie au laboratoire les composants électriques. C'est un fil qui est généralement court, il ne dépasse pas 1 mètre. La tension entre les bornes d'un fil de connexion est pratiquement nulle. Pourquoi? Tout simplement parce que sa résistance est négligeable. Étant donné que la longueur du fil de connexion est faible, alors on peut dire que sa résistance est négligeable. Et comme la résistance est négligeable, alors la tension, elle aussi, est négligeable. Donc on néglige généralement, pratiquement, la tension électrique entre les bornes du conducteur, entre les bornes des fils de connexion, c'est-à-dire les conducteurs ou bien les fils avec lesquels on relie les composantes électriques entre eux. Donc on néglige la résistance d'un fil de connexion, ce qui fait que la tension entre ces bornes est nulle. 5. Résistance d'un fil conducteur en général, quelle que soit sa longueur. La résistance d'un fil conducteur, quelle que soit sa longueur, est donnée par la relation suivante. La résistance, c'est ρ fois L sur S. Avec L, la longueur du fil conducteur. S, c'est l'aire de sa section de base. L'aire de sa section de base. Et ρ, c'est la résistivité du matériau qui compose le conducteur. Donc R, c'est ρ fois L sur S. La résistance du fil conducteur, c'est sa résistivité fois la longueur de ce fil divisé par l'aire de sa section de base. Avec ρ, c'est la résistivité du matériau qui compose le conducteur. Donc on va avoir plusieurs types de matériaux, le cuivre, le fer, le zinc. À chaque type de matériau correspond une résistivité différente. Le rhéostat. Le rhéostat est un composant électrique qui possède 3 bornes, A, B, C. On appelle C, la borne C, le curseur. Il a la propriété de se déplacer à gauche de part et d'autre de la résistance du conducteur ohmique AB. Lorsqu'on déplace le curseur, on fait diminuer la résistance entre A et C. Lorsqu'on déplace le curseur vers A, on fait diminuer la résistance RAC. Et lorsqu'on déplace le curseur vers B, on fait diminuer la résistance RBC et augmenter la résistance RAC. De telle sorte que la résistance RAC plus RCB, que la somme des résistances RAC et RCB reste constante et elle vaut la résistance totale RAB du rhéostat. On appelle la résistance totale du rhéostat la résistance entre A et B. Alors que la résistance entre A et C et entre C et B, il change selon la position du curseur entre A et B. Lorsqu'on déplace le curseur vers A, la résistance RAC diminue alors que la résistance RCB augmente. Et lorsqu'on déplace le curseur vers B, la résistance entre A et C augmente et lorsqu'on déplace le curseur vers B, la résistance entre A et C augmente et la résistance entre C et B diminue. Et la somme RAC plus RCB reste constante. C'est la résistance RAB, c'est-à-dire la résistance totale du
rhéostat. On va voir après le rôle du rhéostat en électricité, justement en ce paragraphe 7, le diviseur de tension. Alors, c'est quoi le diviseur de tension? Un diviseur de tension, il permet de fractionner une tension donnée en tension plus petite. Par exemple, on dispose d'une tension de 12 volts, alors que nous, on cherche à avoir une tension de 6 volts, par exemple, ou bien 3 volts. Alors, comment faire pour fractionner la tension de 12 volts afin de récupérer une tension de 3 volts? Le rôle, donc on va avoir besoin de quoi? Du diviseur de tension. C'est lui qui va faire cette opération, c'est-à-dire fractionner une tension donnée en tension plus petite. Voilà le circuit du diviseur de tension. Il est constitué d'un générateur et de deux conducteurs ohmiques, R1 et R2. UE, c'est la tension d'entrée, c'est la tension qu'on veut fractionner, c'est-à-dire qu'on veut diviser. La tension fractionnée divisée est obtenue à la sortie, US. Donc c'est la tension d'entrée non divisée, US c'est la tension de sortie divisée, c'est-à-dire fractionnée. Alors on va chercher la relation entre US et UE. Appliquons la loi d'additivité des tensions. D'après la loi d'additivité, on a UPA plus US est égal à UE. On avait déjà ça en classe. Donc UPA plus US est égal à UE. Or, UPA, d'après la loi d'Ohm, c'est R1 fois I. US, d'après la loi d'Ohm, c'est R2 fois I. US c'est R2I, UPA c'est R1I. En replaçant donc UPA et US par leurs expressions, on va factoriser par la suite par I. Donc I factoriel 1 plus R2 est égal à U, ça veut dire que I est égal UE sur 1 plus R2. L'intensité de courant qui passe dans le diviseur de tension, c'est UE divisé par R1 plus R2. Or, on sait que US, c'est R2 fois I. US est égal à R2 fois I. Donc, remplaçons I par son expression. D'où US est égal à R2 sur R1 plus R2 fois UE. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé dans cette expression-là I par son expression. Si on remplace I par son expression, on va avoir US est égal à R2 sur R1 plus R2 fois UE. Donc la tension fractionnée obtenue à la sortie du diviseur de tension est égale à R2 sur R1 plus R2 fois la tension d'entrée non fractionnée. On appelle cette loi la loi du diviseur de tension. Voyons comment réaliser un diviseur de tension, alors voyons comment réaliser un diviseur de tension, mais en utilisant un rhéostat. Alors le câblage dans ce cas est le suivant. La résistance, comme on a vu précédemment, la résistance entre A et C, la résistance RAC, va remplacer la résistance R1 dans le diviseur de tension. Et la résistance entre C et B, c'est-à-dire la résistance RCB, va remplacer la résistance R2. Donc RAC va jouer le rôle de R1, RCB va jouer le rôle de R2. Donc, remplaçons dans l'expression trouvée précédemment US est égal à R2 sur R1 plus R2 fois UE, remplaçons R2 par RCB, R1 par RAC. On obtient tout simplement US est égal à RCB sur RAC plus RCB fois UE. Or, la somme RAC plus RCB, c'est déjà vu, c'est la résistance totale du rhéostat. Donc, la tension de sortie va avoir la forme RCB sur R total fois UE. Donc, la tension fractionnée à la sortie du diviseur de tension, c'est
la résistance entre le curseur et la borne B divisée par la résistance totale du rhéostat. Or, la résistance RCB est toujours comprise entre 0 et la résistance totale. Comment? Lorsque le curseur coïncide avec A, alors la résistance RAC devient nulle. RCB prend la valeur RAB. Et lorsque C coïncide avec B, alors la résistance RCB devient nulle. RAC prend la valeur totale RAB. C'est-à-dire que la résistance entre le curseur et B, RCB, elle est toujours comprise entre 0 et R total. Donc, le rapport RCB sur R total va être compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que RCB est comprise entre 0 et R total. Donc, or, puisque le rapport RCB sur R total est compris entre 0 et 1, alors la tension de sortie, elle va être comprise entre 0 et E. Donc, la tension de sortie va prendre n'importe quelle valeur entre 0 et la tension d'entrée. Par exemple, si la tension d'entrée est 12 volts, alors la tension de sortie va être comprise entre 0 et 12 volts. Ça dépend de la position du curseur du rhéostat. Donc, si la tension d'entrée est 12 volts, on peut avoir n'importe quelle tension à la sortie comprise entre 0 et 12 volts. Par exemple, on peut avoir à la sortie une tension US qui est égale à 1 volt, ou bien 2 volts, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, selon la position du curseur du rhéostat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.